On appelle la communication suivante, le professeur Guillaume Piessen. Vas-y, tu dis le titre. Donc, Guillaume Piessen qui va nous parler de la centralisation de la chirurgie œsogastrique en France et en Europe. Guillaume Piessen est donc professeur de chirurgie. C'est un successeur du professeur Triboulet que nous avons entendu tout à l'heure. Et donc, qui a maintenant la charge de ce service et de toute la chirurgie œsogastrique. Merci beaucoup. Alors malheureusement, je ne sais pas du tout dessiner, donc je ne sais pas trop ce que je ferai plus tard, mais bon, pour l'instant, j'essaie d'opérer et de réfléchir un petit peu. Donc je suis très heureux d'être ici pour vous parler de la centralisation de la chirurgie de l'œsophage, un topo qui a été préparé avec Julie Vézian et en collaboration avec une équipe hollandaise qui a travaillé un petit peu sur le panorama européen, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se fait dans les pays voisins. Bon, tout le monde le sait que la chirurgie de l'œsophage est une chirurgie qui a un impact majeur sur la qualité de vie du patient et sur le risque de complications post-opératoires, avec des taux de mortalité qui peuvent aller, bon, quand vraiment ça ne se passe pas bien, jusqu'à 25%, et des taux de morbidité qui sont également importants, 50 à 60% de morbidité, avec des complications pulmonaires et fistules anastomotiques qui sont à elles deux seules responsables de 50% de la cause des décès en post-opératoire. Alors, si on regarde un peu ce qui se fait par rapport aux autres pays, ça c'était une étude de registre qu'on a publiée il y a quelques années, qui comparait un petit peu les pays européens en termes de risque de mortalité post-opératoire à 30 et 90 jours dans la chirurgie de l'œsophage et la chirurgie de l'estomac. Et ce qu'on peut voir, bon, la France est un peu au milieu du peloton, hein, mais néanmoins, le UK, donc le Royaume-Uni, était systématiquement le pays où il y avait le meilleur résultat. Et ce qui n'est peut-être pas étranger à ça, c'est que la centralisation est en route dans ce Royaume-Uni depuis 2002. Et les résultats, ils ont été publiés, ils sont quand même assez éloquents, aussi bien en termes de complications, de mortalité à 30 jours que de mortalité à 90 jours et de mortalité à 1 an. On a, au fur et à mesure des progrès de centralisation, une diminution constante, une amélioration des résultats dans ce Royaume-Uni. Alors, est-ce que le volume est corrélé au résultat de la chirurgie de l'œsophage? Il y a beaucoup de publications qui le suggèrent, aussi bien sur la mortalité post-opératoire que sur la survie. Hein, et je prends comme exemple cette étude hollandaise qui montre bien qu'il y a une relation entre le nombre de patients opérés dans l'hôpital et le risque de mortalité à 30 jours et le risque de survie à 2 ans, la probabilité de survie à 2 ans. Et plus vous augmentez le chiffre, meilleurs sont les résultats. Donc, tout ça, évidemment, plaide en faveur de la centralisation. Mais ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'on parle, on l'a dit tout à l'heure, du nombre de patients opérés dans l'hôpital ou du nombre de patients opérés par chirurgien. Dans cette première étude, qui a étudié l'impact du volume de l'hôpital et du chirurgien sur la mortalité post-opératoire, les deux semblent importants. Hein. Donc, l'hôpital est très important, le nombre de patients opérés par chirurgien est très important. Sur les données oncologiques à long terme, les deux sont assez étroitement liés. Évidemment, un chirurgien qui a un gros volume, souvent c'est dans un hôpital à gros volume, mais néanmoins, quand on ajuste sur le volume, l'effet disparaît, ce qui suggère que finalement, le fait d'avoir un chirurgien qui opère beaucoup de patients est important sur le plan des résultats oncologiques. Alors, dans les pays qui ont effectué la centralisation, notamment le Royaume-Uni, il n'y a pas que le nombre qui compte, hein. Il y a aussi l'organisation, notamment d'audits nationaux. Hein. Donc là, il y a les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni, qui ont des programmes d'audits nationaux. Et on verra, il y a d'autres pays où ça commence à se mettre en place. Et clairement, ces programmes d'audit ont un impact positif sur les résultats chirurgicaux. Ça, c'est des données qui sont maintenant publiées. Je vous en ai montré une tout à l'heure. C'est très utile pour la recherche clinique sur le plan national et international. Hein, les Hollandais ont une capacité de production énorme, en tout cas en digestif dans l'œsophage, l'estomac, le pancréas, notamment parce qu'ils ont des registres nationaux et que voilà, le fait d'avoir ces registres est très important. Et la publication de ces résultats permet également de se comparer entre pays et de voir que probablement il y a encore des marges de progression. Alors justement, en France, qu'est-ce qu'on a comme données? On avait fait cette étude sur le PMSI il y a maintenant quelques années qui a été publiée dans Annals of Surgery avec Christophe Mariette. Et dans cette étude, on avait regardé les résultats de la chirurgie de l'œsophage et de l'estomac
en fonction du volume et également en fonction des comorbidités des patients. À l'époque, on avait réfléchi à cette étude. L'idée, c'était de se dire que peut-être finalement, un patient avec peu de comorbidité, on pouvait l'opérer dans un centre à bas volume et qu'il fallait peut-être réserver les centres à haut volume aux patients qui avaient beaucoup de comorbidité. Donc, on avait divisé les centres en fonction du nombre de résections œsogastriques. On a des différences en fonction du volume, notamment il y avait plus d'œsophage dans les centres à haut volume, plus d'estomac dans les centres à bas volume. Si on regarde des résultats, la mortalité à 90 jours d'une œsophagectomie en France à l'époque, c'était 9,7%, quasiment un malade sur 10. Mortalité d'un cancer de l'estomac, 8,6%. Alors on dit toujours l'estomac, c'est moins grave que l'œsophage, mais c'est quand même des chiffres qui sont très inquiétants. Ce qu'on observait également, c'est qu'en fait, finalement, plus on augmentait le volume, plus on améliorait les résultats, et ce, indépendamment des comorbidités, c'est-à-dire que quand on prenait un malade pas fragile, on avait quand même un bénéfice au volume, et quand on prenait un malade très fragile, on avait également un bénéfice encore plus important pour le haut volume. Et donc, en analyse multivariée, quand on regardait en fonction des autres critères, le volume ressortait comme ayant un impact significatif sur le risque de mortalité post-opératoire. Une autre façon de voir les choses, et le docteur El Amrani, qui est là, qui parlera après moi, va probablement parler de cette étude, mais qu'on a trouvée particulièrement intéressante, qui a étudié les seuils en fonction des différents organes. Et là, on retrouve des seuils, vous voyez, de 41 par an pour l'œsophagectomie, 16 par an pour la gastrectomie. C'est des seuils pour améliorer le risque de mortalité à 90 jours. Mais ce qui est tout à fait intéressant dans cette étude, c'est qu'en prenant finalement plusieurs chirurgies qu'on a considérées, qui ont été considérées comme lourdes, il y a quand même de la colectomie à la chirurgie du foie, en passant par l'œsophage, l'estomac, le pancréas et le rectum, donc c'est un panel quand même assez large. Finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à trouver un seuil commun de 199 interventions. Et donc, finalement, un centre où vous faites peut-être pas tout à fait assez d'œsophage, mais vous faites par ailleurs beaucoup de rectum et de colectomie, finalement, vous avez quand même un résultat qui est satisfaisant. Donc, finalement, le seuil par organe n'est peut-être pas le seul élément à regarder. Et le seuil d'intervention lourde est quelque chose de également important à prendre en compte. Si on regarde maintenant une publication un petit peu plus récente qui a été faite par l'équipe sur la chirurgie de l'œsophage, donc sur des chiffres un peu plus récents, on reste sur un risque de mortalité à 90 jours qui approche les 7%. Et ce qui est intéressant dans cette étude, on avait centré l'approche sur la chirurgie mini-invasive, hybride ou totalement mini-invasive, dans les œsophagectomies sur la technique de Lewis-Santi. Donc, c'est une petite partie des œsophagectomies, on va dire celles qui ont les suites les moins défavorables. On retrouvait que finalement, le seuil de 5 opérations par an ressortait de façon significative sur la mortalité à 90 jours. Ça, c'est un seuil qui est particulièrement intéressant, puisque vous savez, les seuils vont être mis en pratique le mois prochain en France. Je pense qu'on aura une communication sur ce sujet, donc je ne vais pas déflorer ça. Mais bon, jusque-là, c'était 30 interventions de chirurgie digestive, quel que soit l'organe, et donc maintenant, on va avoir en plus une mention pour certaines chirurgies, dont la chirurgie de l'estomac et de l'œsophage, avec un seuil qui est placé à 5 interventions, ce qui peut paraître peu, mais on va discuter, je pense, après. À côté de ces seuils de nombre, il y a aussi l'accès à l'endoscopie digestive, à la radiologie interventionnelle, qui est mentionné. Et pour la chirurgie de l'œsophage et de la jonction œsogastrique, l'accès à des bâtiments avec une unité de soins intensifs en capacité de prendre en charge un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Alors, je ne sais pas très bien si on parle du coup de réanimation, de soins intensifs. Les anesthésistes sont en train de renommer un petit peu les secteurs de soins intensifs. Donc, je ne sais pas très bien ce que regroupe ça. Mais globalement, ça augmente quand même un petit peu le niveau, puisqu'en effet, à l'heure actuelle, il y a pas beaucoup d'œsophagectomies qui sont faites dans des centres où il n'y a pas forcément accès à une réanimation ou à des soins intensifs qui permet d'avoir un patient intubé, ventilé plusieurs jours. Alors, quel est l'état des lieux dans l'Europe occidentale en 2023? C'est une étude qui est actuellement soumise au British Journal of Surgery, qui est une étude internationale sur 16 chirurgiens experts de l'upper GI, avec un questionnaire qui a porté sur l'organisation de la centralisation de la chirurgie de l'œsophage, la formation chirurgicale et les processus d'audit qui étaient en place
dans les différents pays. Finalement, il y a 3 options de centralisation qui existent en Europe. L'absence de centralisation, c'est une option. L'option de la centralisation par centre désigné et l'option de la centralisation par volume de seuil annuel. Alors, on a un petit peu une carte et on voit qu'il y a différents groupes. Alors, évidemment, plus on va dans le nord, plus c'est organisé, plus on va dans le sud, moins c'est organisé. En bleu, il y a les centres désignés. En bleu très foncé, les centres où là, il y a le volume. Donc, il y a 5 pays à l'heure actuelle en Europe où le nombre de résections est pris en compte. L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le seuil vient d'être relevé à 26, la Suisse et les Pays-Bas. 7 pays où il y a des désignations des centres, mais en fait, cette désignation, elle dépend aussi du nombre de résections qui est faite. J'étais en Suède la fin de semaine dernière, et donc en effet, j'étais surpris de voir que finalement, ce n'est pas le volume, ils ont désigné les centres, mais tous les centres ont un certain volume d'intervention. Et puis, il y a les autres pays. Donc, la France est vraiment en train de basculer, puisqu'on a mis que c'était était imminent. Concernant les seuils dans les autres pays, c'est 10 à 26 résections, mais comme j'ai dit, c'est des seuils qui ont tendance à augmenter. En Belgique, ça va augmenter. En Suisse, ça augmente. Et en Allemagne, ça vient d'augmenter également. Quand on regarde un petit peu le nombre de centres, on voit que c'est très disparate en fonction des pays. Et quand on reporte le nombre de centres on voit que finalement, l'Allemagne et la France sont là où il y a le plus de centres par million d'habitants. Et dans d'autres pays, les choses sont un petit peu plus organisées. Le cursus est également important et il n'y a que 4 pays où il y a un cursus de chirurgie de l'œsophage dédié au sein de la formation de chirurgie générale. 8 pays où il y a accès à des bourses pour faire des mobilités en chirurgie du tractus digestif supérieur. Concernant les audits, il y a 8 pays où il y a des audits. Alors, audit obligatoire, 6 pays. Audit non obligatoire, je ne sais pas quelle est la valeur de ça. Et puis, il y a quasiment la moitié où il n'y a pas encore d'audit. Alors, quand on parle d'audit, on parle de quoi? On parle de qualité des soins. Il y a souvent des critères prédéfinis. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on évalue les centres? Est-ce qu'on évalue uniquement le volume, la mortalité, le temps d'accès au traitement, la qualité d'exérèse chirurgicale, les suites opératoires ou une espèce de critère composite de textbook outcome qui est en fait la réunion de plusieurs critères, une faible mortalité, une faible morbidité, une chirurgie de qualité, une absence de réhospitalisation. Ces textbook outcomes sont pour l'instant encore très peu utilisés et développés. Ce qui est sûr, c'est que probablement la mortalité ne fait plus en termes de critères et que donc l'évaluation de la morbidité selon Clavien Dindo, le taux de failure to rescue, c'est-à-dire le taux de décès chez les patients qui ont une complication grave et les critères composites de type textbook outcome sont probablement des choses qu'il va falloir prendre en compte à l'avenir pour essayer d'améliorer les choses. Alors, en conclusion, je dirais qu'à l'échelle européenne, il y a pour l'instant une grande disparité en termes de centralisation, avec une différence de résultats post-opératoires après œsophagectomie qu'on voit quand on fait des études comparatives entre les différents pays. Les pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, je pense, doivent servir de modèle, des pays où il y a un audit national. Et puis, il ne faut pas seulement penser au nom, mais la formation des chirurgiens, et je pense également quelque chose de très important. Et dans tous ces pays, il y a vraiment des cursus dédiés de chirurgiens du tractus digestif supérieur, ce qui est pour l'instant, à mon avis, n'est pas tout à fait encore le cas en France. Bien évidemment, la littérature est en faveur de la centralisation. Il n'y a pas que le nom et le plateau technique et l'existence d'une équipe multidisciplinaire est également quelque chose de très important. Je crois que le degré de centralisation a déjà fait couler beaucoup d'encre et ça va continuer. L'Allemagne vient d'augmenter son seuil de 13 à 26. Les Pays-Bas, qui sont déjà très organisés, viennent de publier un papier qui dit que globalement, si on veut bien faire, il faut arriver à un seuil de 50 à 60 procédures de type œsophagectomie par an, ce qui est un challenge à la fois organisationnel et structurel. Et peut-être qu'en effet, la réalité, ce n'est pas tout à fait les seuils de la littérature. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, si on prend ce seuil des Pays-Bas, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 CHU qui sont au-dessus du seuil de 50 œsophagectomies par an en France. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette importante et très enrichissante communication et qui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ne fait que compléter la communication précédente. Mais encore une fois, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Oui. On fait bien ce qu'on fait souvent, mais faire souvent, c'est peut-être pas suffisant comme critère. C'est qu'après, donc, Guillaume Piessel nous l'a bien montré, c'est qu'il y a tout un processus de formation. Après ça, j'ai été intéressé parce que ça intéresse aussi l'Académie de chirurgie, le problème de la formation des chirurgiens. Et là, donc, dès l'instant où on a des centres experts, il va falloir revoir aussi la formation des chirurgiens. Et donc, est-ce que tous les jeunes chirurgiens devront avoir une formation concernant la chirurgie de l'œsophage ou bien est-ce que ça va être restreint à certains d'entre eux? D'après ce que j'ai vu, ce qui se fait en Europe, ça va plutôt dans ce sens-là. Les pays du Nord, donc, qui ont l'avantage d'être des petits pays, hein, comme le Danemark, la Norvège, bon, le Danemark, c'est 5,5 millions d'habitants, donc c'est la population, c'est moins que la région des Hauts-de-France, quoi. Ouais. Donc, mais pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire le cancer de l'ovaire, ils ont retenu 4 centres pour le traitement des cancers de l'ovaire, quoi. Donc, c'est vraiment assez drastique. Donc, bien sûr, c'est des centres désignés, mais en fonction de leur volume. Oui. Oui. Je voudrais vous poser 2 questions. D'abord, vous avez montré les très bons chiffres pour la Grande-Bretagne. Et la question qu'on peut se poser, c'est les patients ont-ils accès aux centres en pratique? Parce que vous avez bien montré que les centres de haut volume donnaient les meilleurs résultats. Mais si une partie de la population n'a pas accès au centre, soit parce que le centre ne veut pas fournir, soit parce que le système n'est pas organisé, on a connu la période où les Anglais étaient des chantres de la radiothérapie pour le cancer du rectum. Sauf qu'on savait que les malades attendaient 6 mois pour avoir leur radiothérapie. Donc, ça pose une question, première. Et la deuxième question, avec les seuils à 5 en chirurgie viscérale, quelle est votre réflexion concernant les préservations d'organes? Dans le cancer de l'œsophage, certains protocoles envisagent une préservation d'organes, ce qui est l'intérêt du patient. Et on ne parlera pas aujourd'hui du cancer du rectum, mais la réflexion est également la même pour cet organe. Qu'en pensez-vous? Sur l'Angleterre, moi j'ai été quelques mois en Angleterre, donc c'est sûr que ça ne m'a pas non plus fait rêver comme système, hein. Je suis d'accord que là, les publications, elles sont très belles. En pratique, les malades, ils attendaient chez eux leur cholestectomie pendant 1 an et demi, et puis tout à coup, on les appelait, on dit « Ah bah tiens, c'est demain. Ah bah je peux pas. Bon bah c'est pas grave, tu repasseras dans 1 an et demi. » Donc, c'est sûr, pour la chirurgie, en tout cas bénigne, je n'ai pas trouvé que c'était tout à fait adapté. Après, j'ai l'impression que pour la chirurgie lourde, notamment la chirurgie de l'œsophage, je n'avais pas l'impression qu'il y avait des délais si importants que ça dans ce que j'ai observé. Pour ce qui est de la deuxième question, je suis tout à fait d'accord que la préservation d'organes, c'est quelque chose de majeur. Alors, bon, dans l'œsophage, on le fait déjà finalement depuis beaucoup d'années avec les carcinomes épidermoïdes. Ça commence même à se discuter pour les adénocarcinomes. Dans le rectum, c'est en effet aussi à la mode et on est en train de découvrir que c'est faisable. Et en effet, en tant que chirurgien d'œsophage qui de temps en temps fait quand même de la chirurgie colorectale, voilà, je trouve ça tout à fait intéressant. Et je pense qu'en effet, cette donnée de pourcentage de préservation d'organes pourrait être une donnée intéressante à évaluer dans l'expertise du centre dans le cancer de l'œsophage. Cher Damien, écoute, je viens de présenter le livre L'œil et la charge, là, que tu as édité à l'Académie de chirurgie en téléconférence. Ça s'est bien passé. Monsieur Triboulet coupe son micro. Oui. Non, pardon. Ce que je dis, non, mais oui, non, je dis que c'est oui, le taux de préservation d'organes est, je pense, très important à évaluer, mais je pense que ça va être très difficile de retrouver les données. Oui, encore une Prenez question. le Oui. micro, s'il vous plaît. Merci. Juste une petite question. La mentalité est quand même très différente dans les pays anglo-saxons. Je vois par exemple en Allemagne, vous n'avez pas le choix de l'hôpital ou de l'établissement. Si vous avez un cancer de l'œsophage, vous êtes obligé d'aller dans tel endroit. Sinon, vous payez votre intervention à 100%. C'est le cas aussi de la Suède, c'est le cas de l'Angleterre, je ne sais pas.
mais c'est le cas du Danemark où vous avez des centres et les patients sont obligés d'aller dans le centre qui leur est indiqué. Est-ce qu'en France, ce système est applicable? Je ne pense pas. Pour l'instant, on a le médecin. Voilà. En revanche, pour avoir des malades qui viennent parfois d'autres régions que les Hauts-de-France, qui ont parfois des petites difficultés à se faire rembourser le voyage, le transport par la caisse d'assurance maladie. Oui, le transport, mais pas le geste. Non, le geste, mais le transport, voilà. Une question du professeur Richard. Oui, je voulais poser la question à professeur Pissen, que je félicite pour son exposé. D'une part, est-ce qu'il pense qu'il ne faudrait pas aussi réfléchir en fonction du volume global de cas suivant les organes? Parce qu'il y a des cancers, par exemple, qui sont de quelques dizaines, voire 1 ou 2 centaines maximum, et puis d'autres plusieurs milliers. Et que probablement, on ne peut pas organiser exactement de la même façon, et que dans les premiers cas, les centres très spécifiques sont probablement plus faciles à monter que dans les seconds cas. Et puis la deuxième question, c'était est-ce que sur le plan de la qualité, comme il a montré à partir des observations, on peut véritablement mélanger, par exemple, comme il a montré, les différentes localisations pour les cancers digestifs et considérer que chacun se vaut, alors qu'en fait, ils ont des taux d'appréciation de seuil très différents. Alors, je n'ai pas trop bien compris la première question, donc je vais répondre. Je vais essayer de répondre à la deuxième, je n'ai pas très bien compris non plus, mais non, mais Est-ce qu'on peut comparer une gastrectomie qui demande 10 cas ou 15 cas et puis une hépatectomie qui en demande 80 pour être bien formée? Ce que je pense, c'est que dans cette étude, mais après le docteur El Amrani pourra nous donner son sentiment, mais l'idée de cette étude, c'est aussi de démontrer que finalement, avec un plateau technique et une gestion, on va dire, maîtrisée de la chirurgie digestive en général, peut-être que si on n'a pas le seuil, on peut quand même être apte à réaliser ces opérations. Je pense que c'est ça le message. Et de par ailleurs, avec un seuil brut à 40, et comme on l'a montré, voilà, le seuil qui est dans cette publication, et qui en France fait qu'on fermerait quasiment tous les CHU pour la chirurgie de l'œsophage, ce qui n'est peut-être pas tout à fait logique. Question. J'ai juste un commentaire, professeur. Je suis gynécologue, oncologue. J'ai travaillé 20 ans en Allemagne. Ça veut dire que je peux confirmer, les patients n'ont pas le choix. Elles ont à aller à l'hôpital le plus proche, point à la ligne. Je suis également professeur à Aarhus, au Danemark. Je peux confirmer aussi une patiente de 100 km de Aarhus. Elle doit aller à Aarhus se faire opérer parce qu'il y a le centre spécialisé à Aarhus. En périphérie, ils n'ont pas le droit de le faire. Dans les deux cas, je vois il y a un gros problème, c'est la formation. La formation des chirurgiens oncologues qui vont venir. Comme moi, j'étais en Allemagne, mais je sais qu'en Danemark, c'est la même chose. On nous pousse. Il faut atteindre le seuil, il faut avoir le nombre, il faut avoir les bons résultats, il ne faut pas avoir de morbidité, il ne faut pas avoir de mortalité. Mais la formation, elle coûte du temps, elle coûte en mortalité, en morbidité. Et dans les deux universités, c'est ça qu'on est en train de perdre. Il n'y a plus de formation parce qu'on a besoin d'avoir des seuils. Voilà. L'hyperspécialisation. Et c'était le cas quand moi j'étais à la faculté de Jena, on était un centre du cancer du col de l'utérus. On avait près de 200 cas par an, c'était énorme. Il suffisait qu'il y avait un des chirurgiens qui allait à la retraite ou changer d'hôpital, il y a tout qui s'effondrait. Oui, merci pour ce témoignage. Pour les seuils, moi je suis orthopédiste. Alors c'est pas aussi brutal que ça, mais pratiquement, parce que pour la prothèse de cheville, le CHU ou la clinique n'est remboursé qu'au-delà d'un certain seuil. C'est très clair. Actuellement. Et comme c'est du matériel qui coûte assez cher, c'est dissuasif. Y a-t-il d'autres questions? Eh ben, oui. Non, j'avais juste une remarque à propos de la dernière intervention qui a bien fait d'être présente, mais il y a un moyen de la corriger. Par exemple, en urologie,
on a décidé, enfin, on a organisé le fait que maintenant, dans les centres d'urologie, il fallait qu'il y ait au moins 4-5 urologues minimum pour pouvoir justement assurer à la fois la formation et la prise en charge des malades et pas être débordé et ne plus pouvoir assurer la formation. Je crois que c'est un vrai problème, en effet, mais qu'il y a des moyens d'y répondre. Ouais, et d'ailleurs, je ne vais pas détailler ça, mais dans l'enquête européenne, en effet, il y a plusieurs pays où il y a une organisation qui est imposée dans les centres. Il faut être au moins 2 chirurgiens qui s'occupent de chirurgie fracture digestive supérieure. Un peu sur l'exemple, je pense, de la chirurgie bariatrique, où il y a aussi une organisation qui est en train de se mettre en place. Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui. Sur la chirurgie bariatrique, la différence, c'est qu'on avait en fait participé au débat sur les seuils en cancérologie il y a plusieurs années. Bon. Et en fait, tout ça nous avait été imposé par l'administration, aidé par des collègues, mais on ne savait pas très bien qui c'était. Sur la chirurgie bariatrique, on a pris les devants. On a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est nous qui allons fixer les critères. Et il se trouve que le gouvernement a décidé, le ministère a décidé de créer des seuils pour la chirurgie bariatrique, ce qui ne nous a pas du tout choqués. Et nous avons donc été invités à la DGOS pour donner le cahier des charges que nous avions créé, qui a été repris par le ministère. Le seuil a changé, il a été diminué, mais peu importe. Et tout ça pour dire que, par exemple, quand les urologues disent bah, il faut au moins que vous ne pouvez pas vous installer à moins de 3 praticiens ou ça, les mieux placés, c'est quand même la spécialité. Des gens comme vous qui connaissez vraiment les sujets, qui connaissez les problématiques aussi de la prise en charge dans un service qui peut être saturé, enfin, il y a les moyens nécessaires. Enfin voilà. Je crois que à partir du moment où ça part des praticiens, en tout cas des praticiens organisés dans leur spécialité, c'est toujours mieux. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Piessens.